Bonjour à vous, mes hockey fans. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021-2022 des Coyotes de l'Arizona. Du côté des Coyotes de l'Arizona, première des choses, j'ai pas encore fait imprimer le nouveau logo. J'imprime par batch de 2. Le dernier batch de 2 que j'avais fait, c'était le Kraken puis le nouveau logo des Sénateurs d'Ottawa. Fait que là, j'avais pas d'autres impressions à faire. Fait que pour l'instant, on va continuer à rouler avec l'ancien ici. Puis sinon, on a le nouveau / ancien logo. Mon t-shirt étant bien entendu encore avec ce logo-là, j'ai décidé d'y aller avec mon tank top, question de l'exploiter un peu, et ma casquette officielle du draft. Alors bref, voici donc le tableau pour ce qui est des Coyotes de l'Arizona. Et contrairement à ce qu'on a vu chez les Ducks d'Anaheim, c'est le fun de commencer avec les previews, avec les Ducks qui a pratiquement rien que bougé. Ici, on a un paquet de noms en rouge. Donc, tous les noms en rouge, inquiétez-vous pas si vous avez de la misère à les lire, je vais les dire. Tous les noms en rouge, c'est des nouveaux arrivants dans l'organisation des Coyotes. Beaucoup de changements chez les Coyotes pendant la saison morte. Alors en fait, là, c'est qu'on a annoncé de manière très claire que l'équipe rentre en reconstruction. Il y a eu un changement de garde qui s'est opéré, autant que les propriétaires ont changé. Ensuite de ça, John Chayka a disparu dans la brume. C'était un peu bizarre ce qui s'est passé avec lui. Là, par la suite, Armstrong a pris le relais et Armstrong veut faire l'équipe à son image. L'équipe avait été bâtie sur des idées de statistiques avancées. C'est une équipe qui malheureusement manquait beaucoup de hargne, beaucoup de cœur au niveau de l'ouvrage. Fait que là, on va essayer d'avoir une nouvelle identité du côté des Coyotes en même temps qu'on a tout le chiard avec l'aréna et tout le tralala. Alors ça ici, c'est en fait un aperçu général de l'organisation, essentiellement basé sur l'année passée et des espoirs qui sont à suivre. Ça ici, c'est un alignement tel que moi je le propose, tout simplement. Donc c'est mon alignement à moi pour ce qui est des Coyotes de l'Arizona. Alors on va commencer d'abord et avant tout avec le coach, puisqu'on a changé d'entraîneur. Anciennement, on avait bien entendu Rick Tocchet et maintenant on est rendu avec André Tourigny. André Tourigny qui lui a fait ses classes dans la LHJMQ, un entraîneur dit comme étant très habilité avec les jeunes et semble-t-il qu'il est peut-être plus porté à l'attaque que pouvait l'être Rick Tocchet. Rick Tocchet, lui, avait un style de jeu très défensif. Fait honnêtement, ça va aider au niveau des statistiques offensives. Des gars un peu plus jeunes qui stagnaient un petit peu, je pense que ça va les aider d'avoir un nouvel entraîneur. Donc, une nouvelle façon de faire au niveau de la structure de jeu. Ça peut aider. Par contre, ça va assurément pas aider les gardiens, mais ça tombe bien, on en a plus un. Donc, un nouvel arrivant, André Tourigny. Pour l'instant, lui, il n'a pas fait ses preuves dans la LNH, donc c'est quelque chose qui va être à découvrir cette année. Armstrong revient, mais ça fait pas hyper longtemps qu'il est avec l'organisation. En 2019-2020, on avait joué un total de 70 matchs du côté des Coyotes. 33 victoires, 29 défaites, 8 défaites en prolongation pour 74 points. On avait participé aux séries, mais à cause de la structure un peu bizarre, parce qu'on n'était pas censé être dans les séries. Finalement, les Coyotes avaient réussi à éliminer Nashville en ronde préliminaire pour rentrer en séries éliminatoires, puis ils se sont fait laver par l'Avalanche du Colorado. Fait qu'ils ont comme participé aux séries en 2019-2020, mais par contre, pour ce qui est de 2020-2021, en fait, juste 2021, là, cette année, la saison, pas de séries éliminatoires pour cette équipe-là. Un total de 24 victoires, 6 défaites et 6 défaites en prolongation. 24 victoires, 26 défaites et 6 défaites en prolongation. On ramène tout ça, puis ça fait 24 victoires pour 32 défaites. Ça n'a pas bien été l'année passée. Vraiment pas bien été pour les Coyotes. 54 points au total. On n'a pas réussi à faire les séries. Une moyenne de buts marqués à 2,68. C'est relativement faible. Je pense que c'était pas la pire attaque de la Ligue, mais c'était assurément une des pires attaques de la Ligue. Fait que c'était pas. Les Ducks étaient vraiment pas très forts non plus. Les Sabres étaient pas très forts. Mais il reste qu'au niveau offense, on avait de la difficulté. 2,68 en termes de moyenne de buts marqués, une moyenne de buts encaissés de 3,11. Donc ta moyenne de buts encaissés est plus élevée que ta moyenne de buts marqués. Ça ne te donne pas grand chance de gagner un match quand tu commences comme ça. Fait que c'est une équipe qui, à 5 contre 5, avait de la difficulté. Elle avait de la difficulté parce que généralement, à 5 contre 5, elle s'en sortait pas très bien. Par contre, les unités spéciales, c'était pas si mal. C'était pas exemplaire, mais c'était pas si mal. Un avantage numérique à 20,8, près de 21%, c'est quand même bien, honnêtement. C'est un bon avantage numérique. Des avantages à 80,8, c'est quand même pas mauvais non plus. Fait que les unités spéciales, c'était relativement bon, mais par contre, au niveau du 5 contre 5, c'était pas très bon. Mais la défensive de cette équipe-là, elle est zéro reconnaissable. OK? Dans les réguliers de l'année passée, là, il y a juste Jacob Chychrun, Lilia Lyubushkin. 2 gars. Chychrun, Lyubushkin, that's it. Sur 6. T'en as 4 que c'est soit des nouveaux ou qui avaient peu d'expérience l'année passée. Alors, du côté des Coyotes, là, le désavantage numérique va dropper, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a perdu un défenseur d'expérience en Niklas Hjalmarsson qui a pris sa retraite. On a laissé partir
Goligoski, je me souviens pas s'il a pris sa retraite ou non, mais en tout cas, il n'est plus là. On a laissé partir Jason Demers. On a échangé nos gardiens de but. Aiden Hill est rendu à San Jose. Antti Raanta est rendu en Caroline. Darcy Kemper est rendu au Colorado. Fait que tout ça, c'est important pour ton désavantage numérique, puis il reste plus personne. En désavantage numérique, celui qui était encore utilisé, c'était un peu Jacob Chichern. C'était pas nécessairement lui spécialiste, mais c'était quand même Jacob Chichern qui était utilisé aussi. Puis c'est tout. C'est tout. Pour le reste, fait que les unités spéciales, cette équipe-là va avoir un tout autre visage. Un drôle de visage. Un tout autre visage l'année prochaine. On a terminé, là, d'ailleurs, dans ma vidéo pour les Ducks, j'avais mis conférence ici, mais j'avais oublié que l'année passée, il n'y avait pas d'intérêt de conférence, c'était les divisions qui avaient intérêt. Donc, ils ont terminé 5e dans la division de l'Ouest. Là, ils bougent dans la centrale, d'ailleurs. Anyways, l'année passée, c'était des divisions différentes. Puis bon. Ils ont fini 22e au niveau de la Ligue. Pas très glorieux, on va se le dire. Ils n'ont pas participé aux éliminatoires. Le meilleur en termes de buts aurait été Phil Kessel avec 20 buts. Et le meilleur en termes de points aurait été Phil Kessel avec 43 points. Donc quand même, Phil Kessel avec... j'ai mis 43 points puis 35 points là? Non, Phil Kessel, il est de l'autre bord. Excusez, j'ai confondu Kessel et Keller. Donc, quand même, en 56 matchs, 43 points pour Phil Kessel. Il s'est quand même repris parce que l'autre saison d'avant, il y a eu quand même beaucoup de difficultés. Ses statistiques avaient tombé assez drastiquement. Fait que là, il n'était pas un point par match, mais il était quand même pas si mal. Puis moi, j'ai été étonné de voir qu'il allait beaucoup dans le bas de l'enclave. J'étais vraiment pas habitué à voir Phil Kessel aller là où ça fait mal, mais l'année passée, il a été. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est que Phil Kessel était très ami avec Rick Tocchet. Fait que là, cette année, ça sera pas ça. Ça sera assurément pas ça. Mais ça a été le meilleur pointeur overall de l'organisation l'année passée avec ses 43 points. Jacob Chichern aurait été le meilleur défenseur à caractère offensif en 56 matchs, un total de 41 points. Différentiel plus-moins de -6. Mais honnêtement, 41 points en 56 matchs. On voulait qu'il éclore et il a éclos. Et finalement, il n'a pas été frappé par des blessures. Ça, c'est une bonne affaire. Donc là, les Coyotes, en ayant échangé avec Ekman-Larsson, veut pas. C'est lui ton général à la défense. T'sais. Fait puis il est jeune, là. Il y a quoi? Il y a 22 ans, je pense, Jacob Chichern. Donc, bref, il y a eu énormément de changements du côté des Coyotes de l'Arizona. On a Oliver Ekman-Larsson, Alex Goligoski, Darcy Kemper, Derek Brassard, Niklas Nilsson, Connor Garland, Jason Demers, Antti Raanta, Aiden Hill et même Pitlick qui a été pris dans le draft d'expansion. Tous ces gars-là sont partis. Fait que ça fait quand même beaucoup de gars qui faisaient partie de l'équipe régulière. Là, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gars qui faisaient partie de l'équipe régulière qui sont partis. Et là, on a des nouveaux arrivants. On a Shane Gottesberg, on a Anton Strandman, on a Ryan Dzingel, on a Roussel, Eriksson, Boyd, Timmins, Hutton et Coroner comme nouveaux arrivants. Cette équipe-là a changé complètement. Je ne reconnaîtrai plus un joueur. Là, il y a des éléments qui sont des éléments quand même... assez intéressant, là, je peux malheureusement pas en parler, mais Christian Dvorak avait atteint un sommet en carrière avec ses 17 buts l'année passée. Un espoir qui est un espoir très intéressant, c'est Jen Jenik. Jen Jenik qui est ici, qui a joué une bonne partie dans la Ligue américaine, mais Jen Jenik a joué aussi un petit peu dans la Ligue nationale, puis il a eu 2 buts en 2 matchs, ce qui est quand même assez intéressant. Dans le cas de Connor Garland, il avait connu une très bonne saison, 39 points en 49 matchs. C'est un gars qui a plus que ça va, puis plus qu'il réussit à se démarquer. C'est un petit joueur, mais c'est un petit joueur très hargneux, très agressif, très arrogant aussi. Fait que c'est un petit joueur qui faisait sa place, puis ça a été la bougie d'allumage offensivement des Coyotes l'année passée. C'était peut-être le gars qui était le plus intéressant au niveau offensif, même si Kessel a eu plus de points. Kessel, c'est parce qu'il se fait oublier, puis hey, Kessel, quand il dégaine, là, il n'y a pas besoin de grand temps, puis ça rentre au poste, mon ami. Fait que Kessel, il se faisait oublier, il arrivait tranquillement, puis là, paf, il profitait de l'opportunité. Tandis que Connor Garland, lui, il jouait beaucoup avec la rondelle, il se créait de l'espace. Fait que bref, il avait connu une bonne saison, mais là, dans le cas de Garland, avec Oliver Ekman-Larsson, ils sont à Vancouver. Fait que, bon, ça, c'est un point qui est un peu dommage d'avoir perdu Connor Garland cette année. On a signé des gars, dont entre autres Dimitri Jankin. Dimitri Jaskin, excusez-moi, qui jouait dans la KHL l'année passée. Dans la KHL, 60 points, 59 matchs. Dans son cas, à lui, il a joué quelques saisons avec les Blues de Saint-Louis. Il n'a jamais fait bien plus que trentaine de points, 30 ou 40 points dans ces eaux-là. Mais il n'a jamais réussi à s'établir comme étant un top 6 LNH. Fait que là, il a été dans la KHL 2 années. Il a eu 2 bonnes saisons, entre autres l'année passée, 60 points en 59 matchs. Puis quand même beaucoup de buts, là. 38 buts en 59 matchs. Ça, c'est vraiment très intéressant. Fait que ce gars-là est un gars qui pourrait surprendre cette année parce qu'il a gagné en maturité dans la KHL.
puis il a réussi à performer dans une ligue performante dans la KHL. Comment il va s'adapter ici en Amérique du Nord, on ne sait jamais. C'est tout le temps un guess qu'on prend. Donc on espère qu'il va s'adapter à la Radulov et non à la Shipachov. Parce que Shipachov, ça n'avait pas été glorieux dans son cas. Puis il y a un autre russe aussi, c'est Provolnev. On l'a signé lui aussi de la KHL. Mais dans son cas, à lui, je vous avoue que je connais comme pas vraiment son background au niveau de la KHL. Provolnev en 48 matchs, 20 points dans la KHL. Je ne sais pas vraiment quel genre de joueur que c'est, mais anyways, il n'est pas projeté comme étant faisant partie du line-up. Il y a eu énormément de changements, dont entre autres des signatures de la KHL. Des gars qui sont des lourds contrats. En tout cas, ça va être à suivre. Les espoirs qui sont à suivre, Barrett Hayton est encore considéré comme étant un espoir à 21 ans. L'année passée, il a joué la plus grosse partie de la saison. Il a joué 26 matchs dans la Ligue américaine. Il a 6 buts, 4 passes pour 10 points. Il a joué un petit peu dans la Ligue nationale, Barrett Hayton, en 14 matchs, 3 points. Malheureusement pour lui, les derniers bons flashs qu'on a vus de lui, c'est au championnat du monde junior. Mais là, depuis qu'il est professionnel, il a de la difficulté à avancer. Fait qu'on espère très fort qu'un gars comme André Tourigny va être capable de sortir Barrett Hayton de sa coquille puis d'en faire un futur centre numéro 1 de l'organisation. On a Gunther aussi, là, qui est un jeune qui a été repêché cette année, qui devrait avoir un bon potentiel, mais je ne suis pas certain qu'on va le voir dans la formation cette année. Donc Barrett Hayton, on veut qu'il éclore, puis on espère que Tourigny va être l'homme qui va le permettre d'éclore. Ensuite de ça, on a le défenseur Victor Soderstrom qui avait très bien fait en Europe, lui un défenseur de 20 ans. Il a joué essentiellement dans la Ligue américaine en 32 matchs, 2 buts, 8 passes pour 10 points. Il a joué un petit peu dans la Ligue nationale aussi, Soderstrom, il a 2 points en 4 matchs. Dans son cas, à lui, c'est un défenseur qui est intelligent, qui est, je dirais qu'il a une belle maturité malgré son jeune âge. C'est un défenseur qui est mobile, il peut provoquer des choses offensivement. Donc on a beaucoup d'espoir en Victor Soderstrom. Puis dans son cas à lui, d'après moi, il devrait avoir vraiment une bonne audition dès cette année dans la Ligue nationale parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes qui vont forcer la note comme ça, des vétérans qui ne sont pas glorieux. T'sais. Fait Victor Soderstrom, d'après moi, cette année, devrait avoir une bonne chance. On a Jan Jenik, un joueur de 21 ans, joueur de centre, qui a joué la majeure partie, je pense, ou la totalité de sa saison. Non, c'était sa première. Oh, Jan Jenik, c'était sa première saison professionnelle. Donc, il a joué dans la Ligue américaine, 29 matchs, 6 buts, 8 passes, 14 points. C'est un gars qui était très bon au niveau junior, au niveau offensif. Dans la Ligue américaine, c'est quand même 14 points en 29 matchs, c'est un bon départ. C'est pas excellent, mais c'est un bon départ pour lui. Fait qu'il devrait avoir de bonnes chances dans la Ligue américaine, peut-être éventuellement, si blessure il y a, être appelé. Et par la suite, on a Mathias Machelli, 20 ans, un ailier gauche qui lui joue en Finlande. C'est un petit joueur très mobile, très rapide dans le cas de Machelli. 43 points en Finlande, 13 buts, 13 passes pour 30 points. C'est un gars qui peut peut-être remplacer un peu le style de jeu de Connor Garland, moins arrogant par contre, mais dans le style de jeu très rapide, mobile, puis petit. C'est un gars qui pourrait remplacer ça. Je pense pas qu'il va être dans la LNH dès cette année par contre. Fait que ça ici, c'est mon line-up projeté. C'est-à-dire que j'ai fait, je me suis fait plaisir finalement. Tous les noms qui sont en bleu, c'est des gars qui sont déjà connus en Arizona. Tous les noms qui sont en rouge, c'est des gars qui sont des nouveaux arrivants en Arizona. Dans le lot des nouveaux arrivants, tu as des gouffres financiers en Erickson, en Andrew Ladd. C'est des gars qu'on a été chercher dans le but d'atteindre le plancher au niveau du cap salarial, puis c'est pas mal tout. Au niveau des gardiens de but, c'est wow. Ça me fait penser un petit peu là, à ce qu'ils ont fait les Hawks de Chicago l'année passée. Puis finalement, en début de saison, c'était 2 gardiens que tu te disais, c'est plus des gardiens de Ligue américaine. C'est pas vraiment des gardiens LNH. Ça n'a pas vraiment marché. Puis là, finalement, ils ont été obligés de transiger pour aller chercher Marc-André Fleury. Fait que, mais malgré qu'ils ont eu des belles séquences, je pense que c'était, quand il s'appelle Lankinen, le gardien de but des Hawks, que lui, j'avais regardé quelques matchs, puis il y a eu des très belles séquences dans son cas à lui. Mais je suis pas certain que ça ici, ça soit la bonne solution du côté des Coyotes. Mais bon, ils ont opté d'y aller dans ce sens-là. Fait que ça, c'est un choix qui leur appartient, rendu là. Bon, donc, on a. En termes de ligne, en fait, la première ligne, je pense que c'est assez clair. La première ligne, on va y aller avec Clayton Keller, 35 points en 56 matchs. Dans son cas, à lui, il a ralenti. C'est dommage parce que sa première saison, ses 2 premières saisons, étaient quand même un très haut niveau. Mais on dirait qu'il a perdu un peu confiance dans son style de jeu, je sais pas. Comme il y a un style qui ressemblait un peu à Connor Garland, un gars qui porte beaucoup la rondelle puis qui bouge beaucoup avec, peut-être qu'avec le départ de Connor Garland, ça va lui donner plus de temps de glace à lui, puis ça va lui donner plus de possibilités d'expression de son style de jeu. Ça peut peut-être être intéressant, puis on va voir parce que c'est un gars qui est très jeune dans son cas à lui, fait que de jouer avec Tourigny, est-ce que Tourigny va être capable lui aussi de le pousser un petit peu plus loin? Ça pourrait être intéressant. Nick Schmaltz va être mon premier centre, ça aurait dû être Christian Dvorak selon moi, mais Nick Schmaltz c'est le centre le plus offensif, même quand Dvorak était là, c'était le centre considéré le plus offensif de
l'équipe. Fait qu'on va le faire jouer avec les meilleurs éléments dits offensifs de l'équipe. 32 points en 52 matchs l'année passée, une saison qui était potable. Dans le cas de Phil Kessel, 43 points en 56 matchs, mon premier allié droit. Phil Kessel, ça a été une bonne saison quand même pour lui, là, à peu près dans ses standards, peut-être un peu en déca de ses standards, mais l'année d'avant, c'était vraiment très en déca, là, c'est un peu en déca. Fait que, ça a été quand même respectable pour Phil Kessel l'année passée. Par la suite, là, c'est vraiment, wow, difficile. J'y vais avec Lawson Cross, 13 points en 51 matchs l'année passée. Lawson Cross, c'est un gars d'énergie, c'est un gars qui, il a des bonnes épaules, puis il frappe fort, puis c'est un peu la même chose avec Christian Fisher, mais c'est parce que c'est des gars qu'on connaît déjà, puis je pense honnêtement que Ryan Dzingel, sa carrière est probablement finie. Louis Erickson, d'après moi aussi. Fait que j'ai la misère un peu, mais peut-être qu'ils vont retrouver leurs repères. Je leur souhaite bien, en tout cas. Si Ryan Dzingel retrouve ses repères, c'est un gars qui a déjà été plus offensif, donc il serait plus intéressant que Lawson Cross dans mon top 6, mais malheureusement, j'y vais avec ça pour l'instant. Alors là, j'ai Lawson Cross, 13 points en 51 matchs l'année passée à l'aile gauche. Barrett Eaton, 4 points en 14 matchs l'année passée au niveau de la LNH, mais par contre, au niveau de la Ligue américaine, il y avait 10 points en 26 matchs. Barrett Eaton, c'est un gars qu'on veut qui se développe. Alors moi, je vais lui donner la possibilité de jouer, exemple, en avantage numérique, des choses comme ça. Je vais lui donner des belles opportunités. Le problème que je vois, c'est que j'ai pas vraiment d'ailier à y donner. Puis ça, pour moi, c'est un gros problème à mes yeux. Par la suite, je vais avec Christian Fisher, 11 points en 52 matchs. Christian Fisher, c'est un gars qui est très énergique, très fort physiquement. C'est un gars qui frappe fort, puis c'est un gars qui peut jouer aussi des minutes de qualité défensive. Mais offensivement, c'est pas vraiment un gars qui provoque grand-chose. Par la suite, au niveau de la troisième ligne, je vais avec Ryan Dzingel, 13 points en 40 matchs. Lui, c'est un gars qui nous arrive d'ailleurs, je me souviens plus, je pense qu'il arrive de la Caroline ou quoi de même. Dans son cas, à lui, je veux dire, sa carrière est en déca solidement, puis pourtant, il n'est pas tant vieux. C'est un gars qui va peut-être retrouver ses repères avec les Coyotes. Si tel est le cas, tant mieux, puis on va le monter, mais sinon, on va le garder sous le troisième trio. Adam Larson, mon troisième centre, 14 points en 52 matchs. C'est pas mauvais comme troisième centre, honnêtement. Je vois une faiblesse ici au niveau de mon deuxième centre, dans ma ligne de centre, mais Adam Larson, c'est un gars qui est mobile, qui peut de temps en temps produire, mais c'est pas vraiment un gars qui est connu pour produire, qui a une certaine intelligence défensive. C'est pas un gars qui est hyper impliqué physiquement puis bon dans sa game. Dans le cas de Jaskin, je sais pas, il jouait dans la KHL, c'est 60 points 59 matchs dans la KHL. Écoute, si ce gars-là est capable de créer des belles choses puis qu'il s'adapte à la Kirill Kaprizov, ça serait vraiment super. Puis j'ai aucun problème à l'idée qu'il monte dans mon top 6. Je l'accueille à bras ouverts. Viens-t'en mon chum dans mon top 6. Lui, il a peut-être plus de chances qu'il soit surprenant que Ryan Dzingel, d'après moi. Par la suite, on y va avec Antoine Roussel. Antoine Roussel avec les Canucks l'année passée, c'est 4 points en 35 matchs. C'est un gars qui est dérangeant, Antoine Roussel. Il n'y a pas vraiment le choix d'être sur le quatrième trio. Ce qui tombe bien, c'est que Jay Beagle et Louis Erickson étaient tous avec les Canucks. Fait que j'ai mis tout ensemble. Jay Beagle, c'est un joueur de centre qui gagne beaucoup de mise au jeu. Il est très bon en mise au jeu, puis il est intelligent défensivement. Il provoque pratiquement rien offensivement. Et par la suite, Louis Erickson, 7 matchs l'année passée. 1 point. Louis Erickson, c'était un fardeau financier que les Coyotes ont accepté de prendre pour pouvoir atteindre le plancher. Puis en même temps, ben ça a été dans la transaction d'Oliver Ekman-Larsson où on a été chercher le choix de première ronde qui nous a permis de repêcher Gunther. Ensuite de ça, on a Boyd comme scratch, Andrew Ladd et Jan Jenik qui est un petit peu plus jeune. Dans le cas de Jenik, je veux pas qu'il reste benché trop longtemps. Fait que je préfère qu'il joue dans la Ligue américaine qu'il soit benché trop longtemps. Boyd puis Ladd, ben, leur carrière est peut-être même finie. Fait que je m'en fous qu'il soit benché. En termes de défenseur, ben, le défenseur le plus fort de l'organisation des Coyotes, c'est assurément Jacob Chichern. En 56 matchs l'année passée, 41 points. Ce gars-là a connu une saison exceptionnelle l'année passée qui était au-dessus de ses standards à lui. Dans son cas à lui, il a été le défenseur qui a compté le plus de buts en saison régulière de toute la Ligue nationale. Fait qu'une très bonne saison pour lui. On veut bâtir notre défensive alentour de lui. C'est le temps d'y donner toutes les responsabilités du monde. Je vais jouer avec le nouveau Connor Timmins qui, lui, 7 points en 31 matchs. Connor Timmins, lui, nous arrive du Colorado dans la transaction de Darcy Kemper. Puis c'est un gars qu'on dit qu'il a un bon potentiel, un défenseur qui est mobile, mais qu'au Colorado, c'était trop contingenté. Donc, on n'a jamais réussi à réellement y donner sa chance. Mais tu sais quoi? S'il n'a pas vraiment eu sa chance au Colorado, là, il va l'avoir. Fait que, moi, je donne la chance. Connor Timmins est relativement jeune. Je me souviens plus son âge. Je pense qu'il a 21 ou 22 dans ces eaux-là. Fait que je me dis, s'il apprend à connaître Jacob Chichern, ils vont peut-être jouer ensemble pour plusieurs années. Fait que c'est un gars à bon potentiel qui joue avec un jeune qui est déjà très responsable défensivement, Jacob Chichern. Sérieux, il est mature, le jeune. C'est vraiment, c'est super dans son cas à lui. Il a le cœur brisé d'avoir perdu son bon ami Christian Dvorak parce qu'il était très proche de Christian Dvorak.
Ensuite de ça, ben, on a Shane Gottesberg que j'ai mis comme deuxième défenseur gauche, 20 points en 41 matchs. Dans son cas, à lui, c'est une usine à revirement, Shane Gottesberg. Mais c'est un gars qui peut provoquer des choses sur mon avantage numérique. Fait que peut-être que mon avantage numérique sera pas si pire que ça. Parce que Jacob Chichern est capable de provoquer des choses. Shane Gottesberg est capable de provoquer des choses au niveau de mon avantage numérique. Clayton Keller est capable. Phil Kessel est capable. Par contre, au niveau de mes attaquants, j'ai pas de gros buteurs ou de gros pointeurs, à moins qu'on se réveille beaucoup du côté de Clayton Keller et que Kessel se maintient. Fait que j'y vais avec Shane Gottesberg comme deuxième paire avec Ilya Lyubushkin, 2 points en 42 matchs. Lyubushkin, c'est surtout un défenseur qui frappe fort. Fait que c'est pas le plus solide défensivement, il provoque pas grand chose offensivement, mais il frappe fort. Je l'appelle Monsieur Kaboom d'ailleurs. Ensuite de ça, je vais avec Anton Stralman. Je sais pas trop quoi m'attendre de ce gars-là. Il a 35 ans aujourd'hui. C'est un joueur d'expérience, mais que sa carrière est vraiment en déclin. 9 points en 38 matchs dans le cas de Stralman, que je fais jouer avec Viktor Soderstrom. 4 points en 2 matchs dans la Ligue nationale l'année passée. Je trouve ça intéressant qu'un gars de 35-36 ans joue avec un jeune comme Soderstrom qui lui est âgé de 20 ans. Ça peut lui permettre d'apprendre beaucoup de Stralman. Puis à ce moment-là, ben, Soderstrom va avoir du temps de glace qui est plus limité avec peut-être un peu moins de responsabilité. Il pourrait être utilisé en avantage numérique, Soderstrom, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'on a déjà Gottesberg et Jacob Chichern qui sont des joueurs d'avantage numérique. Fait, mais ça se pourrait. Peut-être sur une deuxième vague, tu l'utilises avec Gottesberg. Tu gardes ta première vague, mettons, avec Chichern et Timmins, mais ta deuxième vague, tu mets Gottesberg et Soderstrom. Ça pourrait être intéressant. En termes de scratch, j'y vais avec Provolnev. Lui, il nous arrive de la KHL. C'est un gars que je connais pas vraiment. Et Karl Kopobienko, lui, ça fait longtemps qu'il est dans le système. Malheureusement, il ne réussit pas à s'établir à temps plein LNH. Mais c'est un défenseur qui est correct sans plus. Les gardiens de but, c'est horrible. C'est horrible. Carter Hutton, qui était auxiliaire avec les Sabres de Buffalo, se ramasse comme étant peut-être le partant chez les Coyotes. 13 matchs l'année passée avec les Sabres, 3.47, 886. Il n'y a absolument rien à mettre en confiance l'organisation avec Carter Hutton. Dans le cas de Joseph Coronar, lui, c'est 10 matchs l'année passée, 3.17, 899 avec les Sharks de San Jose. Dans son cas, lui, on dit qu'il avait très bien fait au niveau de la Ligue américaine. Semble-t-il que c'est un bon potentiel en termes de gardien. Je ne vous dis pas nécessairement que ça va être une vedette dans la LNH, mais semble-t-il qu'il y a un bon potentiel, ce qui n'est pas le cas de Carter Hutton. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que Coronar va devenir une forme de révélation. Les Coyotes ont l'habitude d'aller chercher des gardiens ailleurs, puis de comme les upgrader, si tu veux. Fait que je sais pas si ça va continuer parce qu'il y a beaucoup de staff qui a changé du côté de l'Arizona. Là. Mais ça pourrait peut-être être une révélation dans le cas des Coyotes, Coronar. Et par la suite, on a le gardien Prosvetov. Lui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée en 18 matchs, 3.54, 895. C'est un prospect des Coyotes, il est jeune. Dans le cas de Provetov, lui, ce qu'on espère ardemment, c'est qu'il va mieux se développer parce que pour l'instant, c'est pas très concluant son expérience Ligue américaine. Ça n'a vraiment pas été concluant son expérience LNH. Puis si ça prend trop de temps, bien souvent, ce qui arrive avec les Russes, c'est qu'à un moment donné, ils se tentent de jouer Ligue américaine puis s'en vont en KHL. Donc, on espère que ça va bien aller cette année pour qu'il réussisse à se faire une place dans la Ligue nationale. C'est un gars qui aime bien la vie en Amérique du Nord. Fait qu'on espère qu'il va réussir à se développer suffisamment pour avoir une place régulière dans la LNH. Fait que c'est ça pour ce qui est de mon preview des Coyotes de l'Arizona. Honnêtement, ça sera vraiment pas terrible cette année. C'est une équipe qui va être très, tristement pour moi, là, mais qui va être très lourde à suivre pour les prochaines années. Sauf qu'on a quand même un total de, pour l'instant, au moment de tourner, 8 choix dans les 2 premières rondes lors du prochain repêchage de 2022, qui, si je me fie aux experts, semble-t-il, a beaucoup de potentiel en 2022 pour le repêchage. Fait que, tu sais, on a 3 choix en première ronde puis 5 choix en deuxième ronde. Je pense qu'on est bien placé pour reconstruire. Puis, le fait qu'on prend des gars qui, je me sens mal un peu de dire ça, mais des gars qui n'ont pas vraiment d'avenir, dans le sens que, tu sais, je pense pas... Eriksson, je pense pas. Dzingel, je pense pas. Roussel, je pense pas. Gottesberg, je pense pas. Strowman, je pense pas. Que Carter Hutton, je pense pas qu'il leur reste beaucoup d'années dans la Ligue nationale. Avec les changements qui s'en viennent pour les Coyotes en lien avec l'Arena puis tout le tralala, c'est peut-être tant mieux comme ça. Ça va être difficile à vivre ces moments-là d'insécurité pour les joueurs. Fait que c'est peut-être tant mieux comme ça qu'on ait des gars qui sont juste là pour un certain temps. On repêche des gars en 2022 qui vont peut-être être prêts en 2025-26. Fait qu'on va avoir notre nouvelle aréna. Ça va être beaucoup de jeunes joueurs à haut talent dans le nouvel aréna. Je pense que c'est ça la visée des Coyotes. Puis en attendant, on espère qu'on va être capable de garder comme core des Jacob Chichern, des Clayton Keller, des Barrett Eaton et des Viktor Soderstrom. Alors, si vous avez aimé le preview, on n'oublie pas de faire un petit j'aime. Moi, je vous le dis tout de suite, cette équipe-là fait assurément pas les playoffs. C'est ça ma prédiction. Peut-être même qu'ils vont finir assurément.
Moi, d'après moi, ça va être dans les derniers de la Ligue nationale. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un j'aime également si vous voulez partager la vidéo pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Ça serait vraiment super. On n'oublie pas de s'abonner, activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021-22. Un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. On se revoit très prochainement. See ya!